Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, d'après Investigate Europe, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, seraient en train de faire pression sur les négociations européennes en cours sur la liberté des médias. L'objectif est de permettre aux États de surveiller les communications du journaliste, notamment avec des logiciels espions. Rappelez-vous Pegasus. Mais nous dit-on, ce ne serait possible qu'en cas d'atteinte à la sécurité nationale, sous couvert, tout le temps pareil, de protéger le pluralisme de la presse. On en parle immédiatement avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur Nouvelle Librairie, et Xavier Azalbert, patron de François, qui sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai appelé tous les deux pour parler de ce sujet grave et qui doit nous inquiéter aujourd'hui sur cet acte européen pour la liberté des médias, aussi bien François Bousquet que Xavier Azalbert. Là-dessus, quelle première impression, Xavier Azalbert, vous qui connaissez bien ça en tant que patron de François? Écoutez, Nicolas, merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, il faut rappeler quelques éléments fondamentaux. Un journaliste, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Un des premiers devoirs, c'est de dire la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il lui en coûte, parce que le public a le droit de savoir. En fait, ça fait partie de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Donc, devoir d'un côté de dire la vérité. On a vu dans les dernières années que les journalistes ont perdu la confiance du public parce qu'on ne leur a pas forcément dit la vérité, on leur a pas forcément tout dit, et donc ils se sont peut-être tiré une balle dans le pied à force de ne pas dire cette vérité, puisque si jamais ils ont ce devoir de le dire, ils ont aussi le droit qui est assorti d'avoir la sécurité des sources. Et quand on ne dit pas la vérité, c'est-à-dire qu'on a forcément une forme de collaboration peut-être avec le pouvoir, avec des subventions, et on a perdu cette indépendance. Donc oui, il faut le condamner, c'est sûr, mais ce n'est pas nouveau. La Stasi, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait déjà commencé à surveiller les journalistes. Il y avait déjà un rapport très insidieux entre les journalistes et le pouvoir, entre les journalistes et les services secrets. De tout temps, on a dit qu'il y a certains journalistes qui étaient à la solde de la CIA, de la Stasi, du Mossad. Donc, la proximité avec l'information de source entraîne forcément, comme je le disais, des devoirs, c'est-à-dire de dire ce qu'on voit, mais aussi des droits de pouvoir protéger ses sources. Et il est vrai que cette dernière tentative, qui n'est pas nouvelle, encore une fois, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller, parce que ça fait très longtemps, comme je le rappelais, depuis les années 50 et même avant, ce rapport insidieux entre le pouvoir, le judiciaire et le journalisme, puisque à la base, il y a l'information, et il y a quand même des droits fondamentaux, qui est le droit du citoyen d'être librement informé. Juste pour finir, j'aimerais prendre un ou deux exemples qui sont fondamentaux. Ursula von der Leyen a fait l'objet d'une plainte pénale par un citoyen belge. Les journaux, les mainstream n'en ont pas parlé. Pourquoi? C'est dans l'intérêt du public de le savoir, c'est d'utilité générale. L'AFP est subventionné, ils font du bon travail, puisque moi-même j'y suis abonné à l'AFP, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont exempts d'erreurs. Et le deuxième élément, c'est un élément qui est annoncé par le professeur Raoult. Il y a un médecin à Marseille qui a accédé au secret de l'information médicale de la femme de Didier Raoult. Ça aussi, c'est un élément qui est fondamental, puisque on est en train de parler de secret. Donc ah oui, alors on a perdu Xavier Azalbert, on va le reprendre immédiatement. François Bousquet, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, concrètement, aujourd'hui? Dans un premier temps, la même chose, parce qu'il y a une très grande consanguinité entre les médias centraux, en tout cas, pas les médias dissidents, et le pouvoir. Je voudrais revenir, on évoquait l'AFP, là, moi je suis pas abonné à l'AFP, mais je suis abonné à Mediapart. Malheureusement, mais c'est parfois indispensable. Et je voudrais qu'on revienne sur cet acte européen pour la liberté des médias. Oui. C'est l'intitulé voulu par la Commission, parce que c'est la Commission qui a d'abord porté ça, et puis après, les gouvernements s'en sont emparés avant ratification devant le Parlement européen. C'est l'acte européen pour la liberté des médias. On s'abrite toujours derrière les grands mots. Dès lors qu'on parle de liberté, il faut comprendre que c'est pour la restreindre. Et comme ça vient d'être dit, les médias centraux, c'est un peu une farce, puisque eux-mêmes essayent d'établir des chartes sur les pratiques du bon journalisme, entre guillemets, avec les big data, avec les GAFAM. J'ai en tête, je ne sais pas si c'est toujours là, mais ça sous une autre forme forcément, Google Lab travaille avec les grandes rédactions mondiales, c'est-à-dire le Guardian, c'est-à-dire Le Monde, c'est-à-dire le New York Times. Donc les journalistes sont parfois pris la main dans la poche
dès lors qu'il s'agit de trafiquer l'information. J'aime beaucoup cette formulation dans le cadre de cet acte européen pour la liberté des médias, qui a été amendé par la France. D'abord par la France, Nicolas. Oui. Rejoint ensuite par c'est l'article 4. L'article 4, notamment. L'article 4, avec cette formulation qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Le présent article, on parle de l'article 4, est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale. On lui fait dire beaucoup de choses à cette sécurité nationale. En l'occurrence, là, il s'agit de placer les journalistes sous des logiciels d'espionnage pour vérifier leurs sources au nom de la sécurité nationale. Moi, ça me fait penser à toutes nos lois sur le terrorisme, votées par Macron. En 2017-2018, Macron fait voter une loi terroriste qui interdit, par exemple, qui autorise, en cas de danger terroriste, mais qui décide qu'il y a un danger terroriste? C'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, de créer des zones et des périmètres sécurisés. Que fait Macron aujourd'hui quand il se déplace en province pour éviter les casserolades? Eh bien, il recourt à la loi contre le terrorisme. Il instaure des périmètres de sécurité. Que fait Darmanin quand il veut dissoudre une association aujourd'hui? Il en appelle à la loi sur le séparatisme. En réalité, donc, c'est à l'arbitraire du pouvoir que toutes ces lois sur le terrorisme, que toutes ces lois sur le séparatisme ou la sécurité nationale, aujourd'hui, permettent de placer sous surveillance les journalistes. Et vous évoquiez les scandales Pegasus, mais il y a également le scandale Predator. En réalité, ce sont des logiciels espions fabriqués par Israël, mais on s'en contrefiche que ce soit fabriqué par Israël. Ils sont fabriqués par des sociétés privées, pour les vendre à l'étranger, pour en vendre les licences. En général, à des puissances publiques, à des États, il faut l'autorisation des autorités israéliennes. Et ces logiciels, il y a eu plein de scandales depuis 1 an là-dessus. Donc en réalité, on est en train d'amender un article 4 qui est censé protéger les journalistes sur un empilement de scandales et de surveillance. Pegasus et Predator, ce sont des États, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, qui ont surveillé quantité de journalistes. Pas seulement des hommes politiques, mais des journalistes. Donc nous sommes vraiment dans une société de surveillance. Et on n'a pas attendu le Covid pour que cette société se mette en place. Moi, je pense que le 11 septembre 2001 a été le moment charnière, le moment central, le moment décisif. L'administration Bush a délibérément suspendu l'habeas corpus, a réinventé ce qu'on appelle un libéralisme autoritaire. On est sorti Guantanamo, on est sorti quantité de prisons qui étaient sous les radars du droit. C'est le grand paradoxe, moi je trouve, de notre société. Si vous permettez, Nicolas, nous avons sorti à la Nouvelle Librairie, il y a 1 an, un livre vraiment limpide sur le sujet, par un intervenant fréquent sur les ondes de Radio Courtoisie, qui est Guillaume Travers, qui s'appelle la société de surveillance, stade ultime du libéralisme. En réalité, c'est l'ensemble de la société, pas seulement les journalistes, qui sont placés sous l'œil de Big Data. Big Data, aujourd'hui, c'est Big Brother. Et c'est le stade ultime du libéralisme. Un des paradoxes du libéralisme, c'est que les libéraux ont préempté, pour ainsi dire, ce mot, ont préempté sémantiquement le mot liberté. Il n'y a dans l'imaginaire collectif que les libéraux qui sont libres. Or, il y avait des libertés médiévales, des libertés antiques, et le libéralisme est un peu l'inverse aujourd'hui. On est vraiment à l'âge du capitalisme de surveillance. Nous sommes tous placés, pas seulement, je le redis, pas seulement les journalistes, tous placés sous un système de contrôle disciplinaire de surveillance. Ça a fait penser au panoptique. Le panoptique, c'est un des morceaux de bravoure d'un des chefs-d'œuvre de Michel Foucault. Je suis désolé d'avoir à le dire, puisque j'ai écrit contre Foucault, mais il a quand même écrit quelques chefs-d'œuvre. Et dans cette société, dans le Surveiller et punir, il dit que la société moderne a inventé le panoptisme. Le panopticon, c'est un système de surveillance des prisons qui a été inventé au XIXe siècle. Ce sont des prisons en demi-cercle, sous la forme d'un amphithéâtre. C'est Jérémy Bentham qui a inventé ça, qui permet aux surveillants de voir tous les prisonniers, sans être vus des prisonniers. Et c'est exactement le sort qui nous arrive aujourd'hui avec les big data, avec Pegasus, avec les logiciels d'espionnage, avec les virus d'espionnage. C'est qu'ils sont furtifs, ils sont invisibles, personne ne les voit. Ça ressemble pas du tout à ce qu'était la censure dans les temps antérieurs. Dans les temps antérieurs, c'est le mot de Victor Hugo. La censure avait la laine immonde et les ongles sales. Aujourd'hui, elle a la laine propre et les ongles propres. Elle est furtive, invisible, indolore, inodore, mais elle s'insinue partout grâce aux capteurs que nous portons chacun en nous. Et ces capteurs, c'est quoi? C'est l'ordinateur, c'est le téléphone qui nous place sur surveillance.
Xavier Zalbert, alors on a deux minutes avant le bulletin d'information et après je vous redonnerai la parole, bien entendu. Merci d'être avec nous ce matin. Xavier, vous disiez, comme François Bousquet, que c'est pas d'aujourd'hui, mais tout de même, on a l'impression qu'on est en train de cranter dangereusement les choses aujourd'hui. Hein. Ça, on le voit monter, on voit monter tout ça. Ça doit nous inquiéter tout de même. Mais pourquoi j'ai reparlé de la Stasi, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on était dans des États qui étaient plutôt totalitaires. On était à la fin de la Deuxième Guerre avec une guerre d'information, la guerre froide. Donc on se retrouve dans cette guerre de l'information, comme disait François Bousquet, que ce soit au travers de la sémantique, on est dans une sémantique, on va dire, avec une fin de liberté. Donc évidemment que ce n'est pas nouveau. Évidemment, on a l'impression qu'on le voit plus aujourd'hui. Ouais. Mais regardez, avec toutes les lois de travail aujourd'hui, comme dit François Bousquet, on peut regarder les emails et on a essayé de réguler tout ça, des collaborateurs. Donc, la société de contrôle est là. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on s'y soumet volontairement. Et c'est ça le plus grand danger. C'est qu'il y a une forme rappelez-vous, les auto-attestations. On se soumet volontairement avec son téléphone à donner ses données à GAFAM, à donner ses données en échange parce que nous sommes le produit. Donc, je pense que la transformation et les inversions du panoptique, elles se sont appliquées aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est le contrôle. Donc, nous sommes censés être les gardiens de la liberté en tant que population. En fin de compte, on nous dit que les gouvernements et les technocrates sont les gardiens de nos libertés. Nous ne sommes plus qui sont les gardiens et qui sont on va dire les prisonniers. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir cette perte de liberté fondamentale. Et on le fait volontairement. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est il est temps d'alerter les individus, de se dire une chose, une bonne fois pour toutes, avec beaucoup de civisme. Attention, quand vous donnez vos données, vous donnez des informations à quelqu'un d'autre. Si jamais elles sortent de France, eh bien, ça peut donner un avantage à un ennemi, ça peut donner un avantage à une certaine puissance. Ne vous leurrez pas. Ces données ont une valeur. Et tant que vous le faites et tant que vous l'acceptez, eh bien, vous serez vous-même le produit. Donc, oui, c'est pas nouveau. Il faut regarder ce qui s'y passe. Mais je rappelle quand même cet élément fondamental dont on ne parle peu, c'est avec Assange. Hein, oui. Avec alors, Xavier Zalbert, je vous coupe parce que c'est l'heure des informations. Je vous redonne la parole dès le Flash Info. Merci, cher Nicolas. Effectivement, on vous retrouve avec vos invités, François Bousquet et Xavier Zalbert, dans 2 minutes après les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Allez, l'Union européenne va-t-elle devenir un enfer pour les médias indépendants et les journalistes d'investigation avec la préparation et les discussions au sujet de cet acte européen pour la liberté des médias? On en parle dans cette seconde partie avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, et Xavier Zalbert, patron de François, qui sont mes invités. Xavier Zalbert, on reprend avec vous. Vous étiez sur le sujet. Je vous redonne la parole. Merci. Il faut pas oublier qu'il y avait Assange, donc le statut de lanceur d'alerte et dont on parle moins. En fait, on s'est mobilisé. Il y a eu des mobilisations et puis ces mobilisations, comme celle des retraites, eh bien, elles se sont devenues de plus en plus ténues. Le statut de lanceur d'alerte a été créé, mais en même temps, on a créé la sémantique de complotiste, c'est-à-dire que vous pouvez lancer l'alerte, mais on va vous discréditer au travers d'une étiquette. Donc, en fait, toutes ces méthodes ne sont pas nouvelles. Ce sont des méthodes qui sont vieilles, comme le temps, on va dire, créer une étiquette pour discréditer un opposant, qu'il soit politique, qu'il soit journalistique, ces méthodes existent et elles sont répercutées dans les médias puisque, comme disait François Bousquet, on a créé des normes, on a créé des chartes. Donc, vous avez la charte du bon citoyen sur Google, vous avez la charte du bon journaliste au niveau de l'environnement. On n'est même plus capable de parler d'autre chose que le rapport du GIEC. Donc, vous voyez bien qu'on essaye de contrôler la parole des journalistes, ce qui est contraire vraiment à la notion de liberté d'expression et à la notion de devoir de dire la vérité. Donc tout cela sont les mécaniques marketing, sont les mécaniques qui sont insidieuses et qui existent de tout temps. Pour moi, c'est vraiment pas nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est se rappeler d'une chose, c'est que quand on est dans une société bienveillante, c'est-à-dire quand on a des valeurs, quand on a un système de valeurs et qu'on s'y tient, eh bien on n'a pas besoin de tous ces contrôles. C'est quand il commence à y avoir des dérives qu'on a besoin de ces contrôles, c'est quand le haut de la pyramide commence à avoir peur, qu'ils ont besoin de mettre des normes en place pour se protéger. Les normes ne protègent jamais les plus faibles, elles protègent ceux qui sont au pouvoir, elles protègent ces individus-là. Et ce qu'il faut faire, c'est se poser les questions de toutes ces normes, de tous ces éléments de contrôle et de réglementation qui vont trop loin, parce qu'à partir du moment où elles vont trop loin, on perd toutes nos libertés. C'est ce que disait François Bousquet,
la société libéralisme est aujourd'hui rien d'autre qu'une grande société de contrôle, et c'est dans votre intérêt. Alors, Nicolas, Albert, oui, François Bousquet, répondez, réagissez à Xavier Albert et je lui poserai une question. Sur ce dit Xavier, on est d'accord. Hein. Les deux seules choses, néanmoins, qui me semble-t-il, qui changent, c'est que quand même les outils technologiques dont on dispose, hein, aujourd'hui, qui entraînent une intensification de la surveillance, une complexification de la surveillance, qui entraîne aussi la mondialisation de la surveillance. Hein. C'est la loi fameuse de Gabor, hein, qu'on peut rappeler aux auditeurs. Hein. C'est que tout ce qui est techniquement, tout ce qui est scientifiquement faisable sera fait. Donc dès lors qu'on a les moyens technologiques de surveiller des gens via des virus informatiques, les États vont bien sûr y recourir. C'est la première, c'est une des deux dimensions sur le changement de la nature, néanmoins, de la surveillance. Et l'autre dimension, je reviens à Guillaume Travert, à la société de surveillance, hein, c'est que dans une société libérale, hein, c'est-à-dire une société qui est fondamentalement apolitique, hein, où il n'y a plus d'État, où le propre des individus n'est plus l'appartenance communautaire, l'appartenance national, l'appartenance à un peuple. Hein. Ce qui définit l'individu, c'est son individualité. Donc ça fonde les droits de l'homme. Hein. Et bien, par définition, ça veut dire que tous les hommes que moi, ici, moi je suis dans Lyon, hein, si je veux par exemple, hein, je pars 2 jours, j'ai un chien, je veux que mon voisin s'occupe de mon chien pendant 2 jours. Je vais pas signer un contrat avec lui, avec 10 pages hein, et 10 apostilles, hein, puisque je le connais, puisque j'ai une relation de confiance avec lui. La surveillance est informelle, hein, elle est amicale. Hein. En revanche, hein, si je demande à une société de service de surveiller mon chien, et cette société de service, elle est à Taïwan, hein, elle est à Doha, elle est, j'en sais rien, à Buenos Aires, je vais signer un contrat. Et ce que Guillaume Travers montre hein, dans la logique de la société de surveillance, dont il dit que c'est la face cachée du libéralisme, et son stade ultime, hein, c'est que si vous faites voler en éclats toutes les frontières, hein, en particulier les frontières nationales, hein, eh bien vous devez recourir à la logique du contrat, à la logique de la surveillance. Hein. Ça vous a frappé, ça a frappé plein de gens pendant le Covid. Hein. On s'est dit pendant le Covid, mais c'est fabuleux, on a une police exceptionnelle. Je veux dire, elle est capable d'aller choper en hélicoptère des VTCistes dans les Vosges. Hein. On aimerait qu'elle surveille les délinquants de cette façon-là, qu'elle surveille les sans-papiers qui arrivent de manière illégale en France de cette manière-là. Mais non, puisque ce que nous dit cette société, ce que nous dit Guillaume Travers, hein, c'est que le migrant viole une frontière politique. Hein. Or, le libéralisme s'en moque des frontières politiques. En revanche, le type hein, qui ne veut pas se faire vacciner viole une norme de droit. Et vous n'avez pas le droit dans ce monde-là de violer une norme de droit. Donc ça change la nature de la surveillance. Hein. Quand vous passez d'un petit ensemble à un grand ensemble, et le cas chinois est fascinant à cet égard. Vous avez le plus grand pays du monde en termes de population avec l'Inde. Hein. Donc vous êtes vraiment dans la loi des grands ensembles. Hein. Et dans ces cas-là, il est impossible hein, que la relation de proximité joue. Si vous avez 1,5 milliard d'individus, 1,5 milliard d'individus à gérer, eh bien vous recourez. Vous êtes contraint de recourir au crédit social. Hein. C'est comme le dit Olivier Rey, qui a des livres géniaux sur le sujet. C'est tout est question de taille. Hein. C'est que là, on change de taille. Hein. On passe d'une société traditionnelle, hein, où la surveillance a toujours existé. Hein. Il y a toujours eu de la censure, hein, sous tous les régimes. Hein. Mais elle n'avait pas cette échelle-là. Donc, est-ce que ce changement quantitatif, hein, parce que les ordres de grandeur, désormais, c'est le monde, hein, n'induit pas un changement qualitatif dans la surveillance, hein, avec sa généralisation? C'est deux points qui me semblent quand même assez importants de noter et qui nous distinguent et nous démarquent, je le redis, la technologie et la différence de taille par rapport aux modes de surveillance classiques. Rappelons-nous, j'en ai fini, rappelons-nous, moi j'ai bossé avec Jean Edernalier, aux années 80, c'est lui qui avait lancé le scandale de Mazarine.jo. Qu'est-ce que fait Mitterrand? Il met en place les cellules téléphoniques de l'Élysée. Mais rappelez-vous, c'était 150 Gugus qui étaient surveillés, avec des imprimantes pourries. C'était la préhistoire de la surveillance. Hein. Aujourd'hui, c'est la terre entière. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez un logiciel Pegasus, hein, c'est comme quand le Maroc achète un logiciel Pegasus, c'est comme s'il avait une NSA à domicile. Hein. Ouais. Il faut contrôler la terre entière, hein, quadriller la terre entière. Donc c'est un changement assez conséquent.
Alors, je me tourne vers vous, Xavier Zalbert, patron de François. On apprend dans Mediapart notamment que, à la table du Conseil de l'Union européenne, d'après le procès-verbal des réunions de groupe du travail du 14 mars 2023, le gouvernement français a proposé d'introduire une exemption pour les situations où la sécurité nationale serait engagée, ce qui reviendrait à neutraliser partiellement la portée de l'article 4. Finalement, là, au-delà de l'Union européenne, c'est la France qui est à la manœuvre. Ça vous étonne, Xavier, finalement? Écoutez, moi aujourd'hui, je ne suis que partiellement étonné. Comme j'ai dit, depuis un moment en Allemagne, on avait vu qu'il y avait cette tentative justement de tout cela. Aujourd'hui, on connaît les proximités et la relation proche qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Donc, essayer les deux plus grandes nations en Europe, essayer de justement contrôler les informations, comme on l'a vu pendant la crise Covid et surtout quand il y a eu des inversions. Qu'elles soient accusatoires des inversions d'informations, il me semble que avec la perte des libertés va justement cette conséquence et on va instrumentaliser la presse. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Souvenons-vous Mitterrand qui instrumentalisait certains journaux d'opposition très très loin pour faire passer des messages. Ici, on est en train d'aller à l'étape au-dessus. Comme dit François Bousquet, la technologie le permet. On le voit en œuvre et on va le voir en œuvre de plus en plus. Il faut s'en inquiéter, surtout dans l'intérêt de la population, parce qu'une population mal informée, c'est une population qui est en mauvaise santé. Une population bien informée, c'est une population qui est en bonne santé. C'est un peu comme la malbouffe de l'information. Je crois qu'on en avait déjà parlé. En tout cas, pour moi, c'est très important, cette dérive. Bien sûr, cette dérive est associée de droits, mais aussi associée de devoirs. Il faudrait avant tout que les journalistes, comme vous, Nicolas Vidal, François Bousquet, fassent bien leur travail. C'est qu'aujourd'hui, la perte de confiance, elle est fondamentale. Tout à l'heure, François Bousquet parlait de son voisin. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance que dans leur famille. Ils ont même perdu confiance dans leurs voisins. C'est un sondage qui a été fait par Sciences Po en février 2023 et j'invite tous les gens à aller voir ça. En fait, il y a une telle perte de confiance dans nos institutions politiques, il y a une telle perte de confiance même dans ses voisins qu'on est obligé de régir tous ces éléments-là et on attend de l'État qu'il régisse même les relations avec son voisin au travers d'un contrat, qu'il soit moral ou qu'il soit civil. En tout cas, aujourd'hui, la notion de confiance, elle passe au travers de l'information. Et tant que les journalistes ne font pas bien leur travail, ils peuvent pas incarner ce qui est ce quatrième pouvoir. Et cette indépendance, elle est si claire et si importante. Alors finalement, pour vous, je poserai la même question à François Bousquet, il y a aussi une responsabilité des citoyens. Xavier, là-dessus, il y a si les citoyens prenaient à bras le corps ce problème au moment donné d'information et d'indépendance, peut-être que ça irait mieux, non? En se désintéressant de la politique, en se désintéressant de la vie de la cité et de la vie et en devenant individualiste, puisqu'on est devenu de grands individualistes, c'est mon intérêt avant tout, mais c'est illustré par le comportement des politiques, puisqu'on voit bien qu'ils sont exempts de toute responsabilité, ils se sont désintéressés vraiment du peuple. Eh bien, on émule ce comportement. Donc oui, les Français, les citoyens européens, on est tous responsables. On a laissé faire cette dérive. Alors, quand ça dérive petit à petit, 1 degré par 1 degré par 1 degré, ça devient insidieux, mais aujourd'hui, ça devient totalement visible. Aujourd'hui, la Terre n'est plus ronde, la Terre est plate. Donc, pour la plupart de ces individus, la perte de liberté devient effective. Vous le voyez plus vite que les autres parce que vous êtes à la manœuvre de l'information. Vous voyez cette perte-là. Pour moi, quand on a fait ces auto-attestations, c'était le symptôme qu'on avait atteint, carrément le summum de l'inversion d'un vrai système. J'ai à m'auto-attester que je puis sortir en bonne et due forme. Et donc, quand on atteint une telle servilité par le peuple, eh bien, on peut quasiment faire tout derrière. Et surtout, on a utilisé aussi cette étiquette et ce procès en complotisme. Dès lors qu'on ne peut plus parler de sujets lors d'un dîner à Noël ou n'importe quoi, ou un dimanche, sans se faire traiter ou sans risquer de perdre sa position sociale, eh bien, on arrive à une société d'autocontrôle et de contrôle. On n'a même plus besoin d'avoir des règles. Les gens ont peur de parler, ils ont peur de s'exprimer avec leurs voisins et du coup, ils ne parlent plus et on ne fait plus du tout rien avancer. Voilà. Oui, c'est vrai que derrière certains médias de masse avaient notamment fait des émissions avant Noël et le jour de l'an pour savoir comment se comporter avec un oncle complotiste à table. C'était quand même un grand travestissement de notre capacité d'émancipation, de discussion. Vous l'avez dit, Xavier Zalbert, de pouvoir au moins échanger, discuter, débattre. Je crois que c'était les atouts de notre pays, mais apparemment c'est plus le cas. François Bousquet, sur la responsabilité des individus, des citoyens et des Français, parce qu'on parle de la France, mais peut-être on peut élargir. Il y a mais sur le cas évoqué par vous et par Xavier, c'est propre logique totalitaire.
les logiques totalitaires, nazis ou communistes, inviter le citoyen à dénoncer le parent réfractaire, l'oncle réfractaire. Donc on en est là aujourd'hui. 2 points sur la question que vous nous posez, à Xavier et à moi. Premier point, oui, il y a un problème, mais il est ancien. C'est celui de la servitude volontaire. Hein. C'est celui qu'a la Boétie, le compagnon de Montaigne, a posé il y a plus de 500 ans. C'est pourquoi le vrai titre du livre, c'est le contre un. Parce que c'est contre le tyran. À l'époque, c'était des tyrans. Aujourd'hui, le tyran est beaucoup plus large, beaucoup plus collectif, beaucoup plus horizontal, si je puis dire. Hein. Pourquoi les gens consentent à leur servitude, hein? C'est à nous, lanceurs d'alerte, toute prétention mise à part. C'est à nous, journalistes dissidents. C'est à nous, à vous, auditeurs dissidents, d'alerter sa famille, son voisin, pour sortir les gens de la torpeur technologique dans laquelle ils sont plongés. Je le redis, cette torpeur, elle est indolore, hein, puisqu'elle est furtive, hein, donc les gens ne la voient pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il a été également évoqué par Xavier, c'est le consentement à ce que les gens, parce qu'il y a une relation asymétrique, hein, entre les GAFAM tout puissants, avec lesquels, je le redis, les journalistes collaborent. Les journalistes collaborent du Monde, de Guardian, etc., du New York Times, collaborent avec les GAFAM, avec Google, via YouTube, avec Facebook, eh bien, ne donnons pas, la relation est asymétrique, ce sont les plus grosses capitalisations boursières mondiales, et moi je suis un tout petit grain, de rien du tout, face à des géants, eh bien, renonçons à leur fournir des données en permanence, nos données, puisque désormais, ces gens-là sont, moi je dirais presque même que c'est, que plus que, comment dire, de la surveillance, hein. C'est du ciblage, hein. C'est du ciblage comportemental. Ça devient de la surveillance dès lors qu'on est dangereux. Par exemple, pour François. Si François fait des révélations, ou Mediapart, puisqu'on peut citer aussi Mediapart à gauche, toutes les révélations ne sont pas à jeter chez Duquesnel, hein. Dès lors que vous devenez dangereux, vous êtes surveillé. Mais si vous n'êtes pas dangereux, vous n'êtes pas, après qu'on parlait surveillé, vous êtes ciblé comportementalement. En réalité, on a affaire à des extracteurs de données. Vous savez, il y a des extracteurs de jus, des extracteurs de noyaux, de pétrole, de charbon. Aujourd'hui, le capitalisme repose sur l'extraction de données. C'est l'or noir, c'est l'or numérique, plutôt, de la société qui est en train de se mettre en place. Et comme on est envahi de capteurs, eh ben on est des hommes sandwich ambulants pour les GAFAM. Donc, si les gens pouvaient avoir conscience de ces deux choses, hein, je le redis, renoncer à la servitude volontaire, hein, c'est-à-dire exercer son libre arbitre, hein, politique, dans une société qui est de plus en plus politique, hein, et attaquer, ou en tout cas, collaborer le moins possible, hein, avec les GAFAM qui sont en train de nous vampiriser, de nous sucer le sang. Alors, je voudrais faire réagir sur une interview qu'a donnée l'eurodéputé français Geoffroy Didier, qui a apparenté au PPE, hein, bien entendu, qui est rapporteur aussi pour la Commission du marché intérieur. C'est une interview qu'il donnait à toute l'Europe, un site toute l'Europe, et il disait, je cite, « Ces médias en ligne concurrencent parfois les médias traditionnels et nous devons veiller à ce qu'ils ne les étouffent pas. Certains réseaux sociaux ont tendance à suspendre les comptes ou supprimer arbitrairement des contenus d'information générale. Je propose ainsi que tous les réseaux sociaux, souvent américains d'ailleurs, ne puissent pas opérer cette censure en se réfugiant derrière des conditions générales d'utilisation. Et plus loin, il déclare, alors c'est intéressant, nous devons également éviter que les médias en ligne mettent en exergue, arbitrairement ou par idéologie, de fausses informations. Les fake news ne doivent pas se substituer aux vraies informations proposées par les médias traditionnels. Dans cette déclaration, je trouve qu'il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a un véritable double discours. D'une part, protéger les médias, mais tenir à distance les médias indépendants, que nous sommes tous, et finalement aussi laisser penser que les médias indépendants, pour certains, seraient des pourvoyeurs de fake news, Xavier Azalbert. Alors, écoutez, merci Nicolas Vidal. Vous avez peut-être vu la décision, on a gagné, je voulais qu'on en parle d'ailleurs. Concurrence déloyale par dénigrement au monde, justement, qui nous traitait de blocs complotistes et de diffusion de fausses informations. La première des choses, c'est que moi, je n'aime pas parler de médias indépendants, j'aime pas l'adjectif qualifié. On est des médias. Vous êtes un média. Nous sommes juste on est des médias dématérialisés sur Internet. Mais nous sommes un média avec les devoirs de la Charte de Munich et les droits associés, avec nos devoirs fondamentaux d'informer le citoyen. Et nous avons une concurrence. Cette situation, elle est concurrentielle entre divers types de médias. Certains sont sur la télévision, d'autres sur la radio. Certains sont réglementés par l'ARCOM, d'autres par la CPPAP. Toujours est-il que ce devoir d'informer
le citoyen parce qu'il a le droit d'avoir accès à cette information, elle s'applique à tout le monde. Donc, quand on regarde un petit peu ce rôle-là et qu'on essaye de saucissonner, parce que le travail de ces médias-là, c'est de coller une étiquette, de nous diviser. En fin de compte, dans le monde du totalitarisme, ce qu'on fait, c'est on ne réunit pas les gens pour agir dans l'intérêt commun, on les divise. Et donc, rien que le fait de dire que nous sommes indépendants, nous nous divisons. Alors, dans l'indépendance, il y a un élément fondamental, c'est que nous sommes indépendants parce que nous ne recevons pas de subventions. Et le fait de ne pas recevoir de subventions fait que, il suffit de regarder l'affaire du fonds Marianne, il suffit de regarder tout ce qui s'est passé, on voit bien que dès lors qu'on reçoit une subvention, eh bien, on a une perte de liberté puisqu'on est inféodé à cette subvention. Et on prend goût à cette subvention parce que cette subvention, elle devient pérenne. Donc, la subvention qui est occasionnelle pour quand il y a un ouragan ou quelque chose comme ça et qu'on va donner une aide, on peut tout à fait la comprendre. Mais la subvention qui devient pérenne devient donc une relation contractuelle et insidieuse entre le pouvoir et les médias qui entraîne une forme de captation, de capture de ces médias et en perd une perte de liberté. Quand on a vu ce qui s'est passé avec François, c'est un laboratoire, François, il suffit de le regarder. On nous a traités de blocs complotistes et de dire des fausses informations. Eh bien, Le Monde a été condamné ce lundi par le tribunal de commerce de Paris contre justement ces éléments-là et ces attributs. Ils ont eu 25 000 euros d'amende et 10 000 euros d'article 700. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut avoir de la concurrence, mais qu'il faut qu'elle soit loyale. Vous donnez de l'information loyale, eh bien, les concurrents doivent se comporter de manière loyale. Et dès lors qu'ils dépassent la ligne rouge, ou la ligne droite, si jamais on veut faire un jeu de mots, eh bien, dès lors qu'on dépasse cette ligne droite, c'est-à-dire on prend la courbure du mensonge. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Monde, c'est un grand média. François, c'est un grand média. Nous avons des responsabilités sociétales. Mentir ou désinformer n'est pas l'apanage des journaux indépendants, c'est un média informe ou désinforme. Et dès lors qu'un média fait de la désinformation, eh bien, il a droit à l'erreur. Il suffit de se rappeler de la mort de Martin Bouygues qui avait été annoncée par l'AFP. Tout le monde a droit à l'erreur. Par contre, une erreur plus une erreur plus une erreur, ça devient une faute. Eh bien, ils ont dépassé la ligne droite, ils ont dépassé la ligne jaune et ils ont été mis à la faute. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'il faut avoir le courage de prendre son mal en patience. C'est ce qu'on a fait et justement d'attaquer dans les bonnes instances pour que on arrête, on va dire, ce ciblage dont parlait François Bousquet, parce qu'on a été ciblé. François Bousquet, là-dessus, sur la déclaration de Geoffroy Didier, et peut-être réagir à ce Alors, sauf erreur de ma part, vous me corrigez, Nicolas, si je me trompe, Geoffroy Didier, c'est un jeune pouce de la Sarkozy, il y a une quinzaine d'années, qui sévissait avec Guillaume Pelletier, de mémoire, et qui était censé représenter le camp conservateur au sein du sarkozysme. Alors, si je m'en tiens à son discours, c'est la chèvre et le chou, lui, c'est la carpe et le lapin, puisque, d'une part, il dit qu'il faut laisser certaines latitudes aux médias non centraux, et après, il faut les mettre sous contrôle. Écoutez, c'est la double pensée d'Orwell, c'est la liberté, c'est l'absence de liberté. En gros, l'information libre, c'est l'information sous contrôle. C'est ce qui est en train de nous arriver, puisque vous l'avez remarqué, là, on a parlé des États avec le projet porté par la Commission et amendé en son article 4 par la France et d'autres pays européens. Mais les États, que font les États depuis 30 ans, depuis 40 ans? Dans un premier temps, les États ont sous-traité. Les États désormais externalisent la censure, le travail de censure auprès des journalistes. Premier point. Ils le censurent auprès des officines. C'est la loi Pleven qui permet au MRAP, à la LICRA de se porter partie civile, donc de se substituer au procureur. Dans un troisième temps, l'externalisation de la censure auprès des GAFAM. Quand même, quand Elon Musk a racheté Twitter, ça a été quand même enfin une respiration. Il a révélé des scandales massifs. Les algorithmes de Twitter, c'est-à-dire les programmes informatiques de Twitter, filtrer quantité d'informations. On peut même penser, moi c'est mon point de vue, que l'élection de Joe Biden est un coup d'État. C'est le premier coup d'État numérique au monde. Pourquoi? Parce que l'information qui ciblait systématiquement Joe Biden et son fils Hunter Biden a été filtrée par les réseaux sociaux. Donc on a affaire à un coup d'État numérique, avec un mensonge par omission. Donc quand on est confronté à des géants aussi puissants que les big data, qui se substituent aux États, ou qui travaillent la main dans la main avec les États, puisque désormais ils collaborent avec les États. Vous avez en tête la déclaration de Thierry Breton, menaçant Elon Musk et Twitter, de retirer des accréditations. C'est-à-dire que le réseau social aujourd'hui le plus libre, le moins filtré au monde, va être soumis
a des obligations d'alignement sur le droit européen, qui sera un droit de surveillance. Je pense que c'est la raison pour laquelle Elon Musk a choisi une directrice auprès de Twitter qui rentre dans les clous de la façon dont les Européens, en tout cas la Commission, envisagent l'information, c'est-à-dire sous tutelle et sous contrôle public. Alors, je me tourne vers Xavier Bousquet, Xavier Zalbert. Merci à tous les deux d'être là, de participer à cette table ronde. Xavier Zalbert, moi, ce qui me fait doucement sourire, faire rire Jean, j'ai envie de vous dire, c'est les élites qui sont là et notre pouvoir d'endogamie, entre nos politiques et nos journalistes attaquent souvent les médias polonais, la Pologne et la Hongrie notamment, sur la mise sous tutelle des médias. Ça fait quand même rigoler, entre ce qui se passe en France aujourd'hui et les critiques qui sont portées vers les Polonais et les Hongrois, notamment sur un pouvoir qui fermerait massivement des médias, pratiquement pas tous les jours, mais presque. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, en fin de compte, on ne se regarde jamais soi-même. On va pointer du doigt quelqu'un d'autre. On est les premiers donneurs de leçons. On aime bien cela en France, avant de se regarder. Oui, effectivement, on pointe du doigt ces pays qui ont fait un effort démocratique dans les 40 dernières années, un énorme effort démocratique et qui ont appris, on leur a appris énormément de choses puisque la France était regardée comme le laboratoire des libertés, c'est liberté, égalité, fraternité, déclaration des droits de l'homme et peut-être qu'on est allé trop loin, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien ces gens-là sont devenus les bons élèves et nous sommes devenus les mauvais élèves. Rappelons que The Economist a déclassé la France 2 années successives à démocratie défaillante en mettant devant les élèves comme la Hongrie, la Pologne et d'autres pays devant. Donc oui, on peut se poser la question. Et comme je parlais tout à l'heure, l'exemplarité des hommes politiques en qui on a perdu confiance. On a perdu confiance dans la parole politique pour qu'ils agissent dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, ces gens-là, dans ce sondage dont je parlais de 2023, on dit que les hommes politiques ne pensent qu'à eux, peut-être aux petits patrons et à certaines autres personnes ou ceux qui les ont mis au pouvoir. En tout cas, la base fondamentale de notre métier, qui est le journalisme, c'est la confiance dans l'information, la confiance dans nos capacités à donner des opinions qui puissent être discutées, qui puissent être débattues. Tant qu'on a perdu cette confiance, eh bien, on se retrouvera avec cette défiance que l'on a, et on montrera du doigt des pays comme la Hongrie pour éviter de se regarder de manière interne. François Bousquet, cette question, est-ce que les démocraties libérales que sont la Pologne et la Hongrie, du moins la Hongrie, finalement, sont plus vertueuses que nous dans la liberté d'expression et dans les médias, parce que les échos que nous avons de la Hongrie, du moins les miens, c'est pas aussi simple que ce qu'on entend ici, Oui, pareillement. Alors, je connais moins le cas polonais, mais pour le cas hongrois, en tout cas pour l'élection d'Orban, il y avait des observateurs internationaux de tous les côtés, côté évidemment Georges Soros et ses fondations, mais également côté OGIM, je pense à l'Observatoire du journalisme de Claude Cholet. Oui, c'est un grand classique. L'information, en réalité, quand l'information est bonne, elle n'est pas censurable, mais quand elle est décrétée mauvaise, elle est censurable. On voit la paille chez notre voisin, en tout cas, en l'occurrence, notre voisin hongrois. On voit pas la poutre énorme, massive, qui nous obstrue l'horizon. Dans les restrictions aux libertés de la part des journalistes, c'est une profession assez grégaire, le journalisme. Je pense qu'il y a un outil de mesure. Je suis journaliste moi-même, comme nous trois, mais néanmoins, quand même, nous sommes des journalistes un petit peu contestataires, si je puis dire. Il y a un outil de mesure pour mesurer le degré de conformisme et de conformation d'une profession. Je suis pas sûr qu'il y ait 90% des paysans qui votent Marine Le Pen, peut-être 60%. Je suis pas sûr qu'il y ait 90% des policiers qui votent Marine Le Pen, peut-être 55%. Mais je suis sûr d'une chose, il y a des sondages qui ont été faits. 90% des écoles de journalisme votent à gauche. Donc, quand vous atteignez des scores de dictateurs africains, de républiques bananières, ce qu'est le journalisme, vous avez forcément une information qui est biaisée, c'est la pensée unique. Le journaliste n'a même pas à censurer, il s'auto-censure. Il porte un discours qui est celui du politiquement correct, de la pensée unique, qui est celui en réalité de sa corporation. Donc c'est ça, et évidemment que là on est au cœur de la crise de confiance dans la presse, qui est un des métiers en lesquels, avec les politiques, les Français croient le moins. Donc ça nous renseigne sur le niveau de défaillance que nous évoquons depuis tout à l'heure, sur cette crise de confiance. Et cette crise de confiance, on y revient, vous avez parlé d'endogamie. C'est le même qui coopte le même. C'est ça le drame de la France, à la fois politique et journalistique, et dans toutes nos institutions. C'est que c'est le même gauchiste culturel
le même libéral libertaire qui coopte le même libéral libertaire. Donc à la fin des fins, eh ben on a une information qui est univoque, qui est monolithique. Et les gens se réfugient sur une information alternative, la réinfosphère, nous en l'occurrence, qui est flatteur. Merci, messieurs, d'être passés par les studios. Je rappelle, nous étions avec Xavier Azalbert, patron de François, qui a gagné d'ailleurs son procès contre Le Monde récemment lundi, et François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur Nouvelle Librairie. D'ailleurs, vous restez avec nous. François Bousquet, merci à vous deux. Bonne journée.